Madame Wang. Madame Wang. Madame Wayne, vous êtes avec nous? Vous avez toute mon attention. Vous voyez seulement ici un tas de chiffres et de paperasses ennuyeuses. Moi, j'y vois une histoire. Et ça ne s'annonce pas bien. Ça ne s'annonce pas bien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Evelyne, je ne suis pas ton mari. Je suis une version de lui dans un autre univers. Et je suis ici parce qu'on a besoin de toi, Evelyne. Je suis très occupée aujourd'hui. J'ai pas le temps pour ces bêtises. Dans le multivers, j'ai vu des milliers d'Evelyne avant toi. Tu peux accéder à leur mémoire, leurs émotions et même leurs aptitudes. Une puissante force maléfique a commencé à propager le chaos à travers le multivers. Cette Evelyne n'est pas n'importe qui. Il se pourrait bien que ce soit notre seule chance de sortir d'ici en vie. N'oblige pas à me battre avec toi. Je suis très douée. Evelyne, tu mens. Waouh, maman se défend bien. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios, pour le retour de la 3e saison des congrès de futurologie, émission de science-fiction, d'imaginaire, actualité lyonnaise, présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. On commence un petit retour tranquille avec une après-séance pour le film qui vient tout juste de sortir, Everything Everywhere All at Once. D'ailleurs, on n'a pas eu de traduction en française pour ce film. Ils sont pas trop embêtés. Ça aurait été long. Point de Nicolas Sébastien Landé pour m'accompagner aujourd'hui parce qu'il travaille et donc je vais récupérer. On m'a dit prends Raphaël Colson. J'ai fait vous êtes sûr? Je fais oui. On m'a fait ouais sinon ça lui fera plaisir. Du coup j'ai récupéré Raphaël Colson. Non, t'as surtout de la chance, c'est que j'ai vu le film. Oui. Voilà. Attends. C'est bon? Il est calé? Touche-le plus. Je touche plus. Ok. Et donc, écoute, après séance, donc Raphaël, qu'as-tu pensé de ce film? Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. Le premier mot qui m'est venu, c'est généreux. C'est un film très très généreux. J'avais pris mes petites notes d'ailleurs que je vais prendre là tranquillement. Bon, de toute façon, là, on va se dire que c'est le retour à la radio, donc on va être encore un petit peu, comment dit-on, en mode rentrée. En bonne rentrée, voilà. On recherche les boutons, on recherche le micro, on recherche à s'installer. Généreux, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi sur cette partie-là. D'autres choses à dire? On va essayer d'évoquer un peu plusieurs aspects. Mais oui, généreux. Ça fait presque du bien, un peu dans la prod américaine, de voir ce genre de film. Donc c'est un film américain d'ailleurs. Oui, c'est important de préciser. Ouais, parce que du coup, moi j'ai rien regardé comme toujours sur le film, hein. Ni pitch, j'ai même pas dû voir l'affiche, ni. Je fais toujours ça en fait quand je vais dans une salle de cinéma. Généralement, je sais pas grand-chose sur le film. Je fonctionne au bouche à oreille ou un peu au truc un peu à la mode, j'avoue. Moi de mon côté, c'est que je m'étais payé quand même plusieurs fois la bande-annonce en salle de ciné. Mm-hmm. Quand je partais avec mes enfants voir des films genre Marvel, tu vois. Et donc, je l'avais repéré depuis un petit moment. Et puis, je m'étais pas plus, penché dessus. Encore une histoire de multivers, tu vois, ce genre de choses. Et puis, j'ai lu récemment un article, justement, qui évoquait l'énorme succès du film. Donc, je peux peut-être évoquer deux, trois bricoles. C'est que le film est sorti depuis fin mai aux États-Unis. C'est une prod indépendante à 25 millions de dollars, le film. C'est ce que j'ai noté, moi. C'est un des trucs que j'ai noté. J'ai fait, en fait, c'est un film indépendant avec plein de pognon, en fait. Alors, on pourrait dire ça. C'est-à-dire que je pense que dans les années 70, 25 millions de dollars, c'était un blockbuster. Aujourd'hui, c'est peanuts par rapport à des films à coût de 100, 150 millions de dollars. Mm-hmm. Le studio, c'est A24, si mon souvenir est bon.
Et le film est notamment produit par les frères Russo, donc les fameux frères Russo. Ah oui, oui. Donc ça, c'est quand même important de le signaler. Mais reste que le film est en dehors, si tu veux, des grosses compagnies. C'est un studio indé. C'est d'ailleurs leur plus gros succès du coup. Et simplement, le film est sorti dans un nombre assez limité de salles aux États-Unis. Il n'était pas prévu de faire un buzz du tout là-dessus. Et simplement le bouche à oreille. Et là, c'est le coup, c'est vraiment le bouche à oreille qui, a priori, a été donc exceptionnel. Et le film est sorti en salle, multiplié. Et aujourd'hui, il a 100 millions de dollars de recettes. Alors, États-Unis et monde compris. Donc là, ça arrive, le film, vous voyez, il arrive assez tard, début septembre, alors que le film est sorti déjà au mois de mai aux États-Unis. D'ailleurs, petite anecdote, il était prévu du point de vue du distributeur français de le diffuser directement pas en streaming, en VOD. Parce qu'il misait pas dessus, et du coup on a eu le droit à une sortie en salle. Donc du coup ça m'a plu l'idée qu'un film qui soit avec une production, il y a les frères Russo, il y a quand même du monde derrière, mais ça reste un studio indé, ça reste un film à petit budget mine de rien par rapport aujourd'hui, on va dire dans les échelles de valeur, de grandeur, et que le film fonctionne. Le bouche à oreille, c'est toujours génial. Alors la critique a bien aimé, évidemment, mais c'est le bouche à oreille qui a fait son effet. Du coup, je me suis dit, ça vaut le coup d'aller le voir. Ouais, je trouve que d'ailleurs le budget se sent, puis bon, il y a les effets spéciaux, bon après c'est surtout, je pense qu'il y a pas mal de fonds verts, etc. Il y a assez peu de CGI, il y en a mais assez peu. Moi je trouve que ça se ressent beaucoup en fait dans les espaces qui sont utilisés dans le film, c'est-à-dire qu'en fait on a une laverie, un parking, des bureaux, un moment 2-3 autres trucs, etc. Mais on va dire que ça explore réellement que 3 ou 4 espaces où se passe l'action en général. D'ailleurs j'aurais même tendance à dire, sans trop spoiler, qu'il y a une véritable unité de lieu. En fait, on se rend compte à la fin du film, alors que c'est une tournade, on s'en prend plein les yeux, plein les oreilles, et au final, tu te rends compte que l'histoire, elle se situe que dans un seul lieu, quasiment. Bon, il y a la laverie à côté, il y a 2-3 détails, mais il y a un bâtiment. Je me suis demandé au premier tiers du film, je fais tiens, est-ce qu'on va sortir en fait de là où on se trouve, non, etc. En fait, et c'est ça qui est. Et après, je fais non, etc. Je pense que c'est une des choses qui inconsciemment ou consciemment m'a fait dire on est, je pense quand même sur un film indépendant. Clairement, et puis il y a une aura de film indépendant. Il y a beaucoup de liberté dans ce film. Il y a une énorme liberté dans ce film, clairement. Et il y a une vraie vision. Est-ce qu'on sait quelque chose sur le réalisateur qui a fait ce film ou la personne qui a voulu porter ce projet, qui peut être aussi Michel Yeo, etc. Alors après, moi j'ai pas vu leur premier film, c'est les Daniel, les fameux Daniel. Okay. Donc en fait ils sont 2. J'ai plus leur nom de famille. Andrew, je crois, d'un côté, et Ko, quelque chose comme ça. En fait, c'est un Asian-américain. Donc ça comprend d'ailleurs pourquoi il y a toutes ces références au cinéma chinois notamment. Donc ça on pourra y revenir. Et j'ai vu qu'ils avaient fait un film en 2016, donc j'ai pas retenu le titre, avec c'est lequel, l'acteur Harry Potter. Avec Daniel Radcliffe. Ouais, voilà. C'est le film avec où il joue un mort-vivant, un cadavre pétomane dans un. Ouais, je vois, mais non, je l'ai pas vu du tout, mais je l'avais pas vu. Je situe le film effectivement. Après, à signaler un petit truc parce que j'adore la série qui s'appelle Légion, donc du créateur de Fargo. Ouais. Et donc un des deux auteurs a écrit un des scénarios sur la série Légion, qui est exceptionnelle d'ailleurs. Elle est terminée cette série ou pas déjà? Ouais. Il y a eu 3 saisons seulement. Ouais. Alors officiellement, ça appartient à l'univers Marvel, mais ça a été complètement rejeté par l'univers Marvel. Tu peux voir la série sans te rendre compte que c'est du Marvel. C'est une série qui est géniale justement au niveau de l'expérimentation. Si j'en parle, c'est pas par hasard, parce que je pense que un des 2 Daniel ayant écrit sur Légion, on y retrouve certains éléments, notamment au niveau de certaines audaces, on va dire visuelles et narratives. Et là, je peux citer au moins juste la scène, donc dans le film Everything. Oh punaise, ça c'est mes doigts qui partent dans tous les sens. La scène avec les 2 pierres. Oui. Qui est génial, qui est vraiment de la limite de l'expérimentation, et en fait ça on le retrouve énormément dans la série Légion.
Ok. Donc c'est assez cohérent si tu veux J'avais pas poursuivi la série Légion. Voilà. Je crois que j'avais vu les 2 premiers épisodes. J'avais un peu laissé tomber, mais parce que j'ai très peu de patience avec les séries un peu longues. Alors, sachant juste que les 3 saisons de Légion constituent une seule histoire. Ok. C'est véritablement une histoire complète avec une véritable finale. Et donc du coup qui est exceptionnelle. Et donc je comprends, voilà. Et en voyant le film donc des Daniels, ça m'est venu tout de suite, si tu veux, Légion m'est venu, et notamment la fameuse scène avec les 2 pierres. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce film? Moi, ce que j'en ai pensé, j'en ressors, je sors vraiment de la salle, vraiment, j'ai pris mon vélo et je suis arrivé ici. Moi j'ai eu le temps de le digérer. Ouais, moi dimanche. pas trop encore. Moi non, ce que je vais dire, c'est qu'en fait, c'est un film qui m'a, et c'est pas forcément un défaut, je pense que c'est vraiment, c'est toujours subjectif, mais là, ça l'est particulièrement, dans le sens où j'ai trouvé que c'était un film qui m'étonnait pas. On va dire qu'un film a commencé quand j'ai vu à peu près les tenants aboutissants, c'est-à-dire on peut dire un peu le début de l'histoire. On parle d'une femme interprétée par Michelle Yeoh qui est mère de famille, qui a un mari presque un instant de divorce, problème avec sa fille, son père. Donc vraiment une histoire familiale autour de cette famille d'origine chinoise. Oui, c'est ça. Mais voilà, les déboires. Donc on est vraiment sur une entre guillemets comédie dramatique familiale. C'est très punchy. Enfin en tout cas c'est rythmé, ça on peut pas enlever ça au film. Et ensuite se passe quelque chose. Bon, c'est pareil, je spoil rien du tout parce que se voit presque sur l'affiche ou enfin on voit la bande annonce. Il y a une histoire de multivers qui va se mettre au milieu de tout ça et on va dire mettre une histoire qui va dans l'histoire, dans les histoires. Moi ce que je dirais c'est que le multivers n'est pas le sujet en réalité. C'est l'histoire de la famille qui est le vrai sujet. Et le multivers se met au service de cette histoire. Mais c'est ce que j'ai deviné assez immédiatement. Je fais on va aller vers cette résolution de conflits humains. Et ce que va promouvoir entre guillemets la morale du film, je l'ai deviné, mais à une vitesse, très très vite. J'ai fait ok. Et vraiment le reste du film, hors péripéties, machin qui arrive, truc qui sort d'un placard, etc. Je n'ai pas été étonné par la finalité de la chose. Je l'ai trouvé très bien traité, donc j'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'est un film, il faut aller le voir en salle. J'ai cru lire juste une ligne, sûrement un truc de cinéma, etc., qui parle de cinéma, disant que effectivement ce film a bien marché partout, apparemment sauf en France actuellement. Bah oui, il paraît que nous, apparemment, on boude pas le film, mais il cartonne pas du tout. On n'a pas du tout l'effet qu'il y a eu donc dans les autres pays où il est sorti. J'ai lu le titre, j'ai juste dit en France, ça décolle pas. D'ailleurs, à ce sujet, pourquoi, comment, où par rapport à ce sujet de la réception publique, moi j'ai été, en voyant le film, je suis frappé par rapport au public américain surtout, parce que le film est extrêmement, on va dire, didactique sur certains aspects. Il est très bavard, il explique beaucoup de choses. Et j'étais à des années-lumière à me dire, mais comment aujourd'hui le public américain qui est gavé de Marvel et de ce genre de produits, tu vois, que ce film tout d'un coup sorte, fasse un succès, c'est super bien. En fait, ça veut dire qu'il y a encore un public qui est prêt, si tu veux, pour présenter un petit peu ton travail, Raphaël, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, Raphaël Colson fait certes partie de l'équipe de programmation du festival. Il est commissaire d'exposition du festival. Il en a été directeur artistique. Il est encore, il est encore là, en plus dans l'ombre, on va dire. Mais Raphaël aussi est essayiste de nature, on va dire. Oui. Et notamment, tu avais fait un gros travail, ça fait un petit peu de temps, mais pas tant que ça non plus, sur les zombies. Oui, et tu avais développé qu'est-ce que disait le zombie aujourd'hui, pourquoi on avait cette recrudescence, et tu avais donc sorti Zombie avec un S et un point d'exclamation à la fin, paru chez les Moutons Électriques, ce livre, etc., qui était un gros travail autour de cette figure, et tu disais beaucoup de choses. Donc j'ai l'impression que là tu peux, via ce film aussi, en tant qu'essayiste, tu vas dire, mais pourquoi ce film va marquer tel public et qu'est-ce qu'il apporte, pourquoi ce public va y trouver quelque chose, si je dis pas de bêtises. Oui, alors après je peux aborder plein d'aspects évidemment. On va tordre le cou tout de suite à la question du multivers. C'est que là aussi c'est une question de génération. Moi le multivers, mais je pense que tu es d'accord aussi là-dessus, c'est pas une nouveauté. Là c'est à la mode, Marvel nous lance ça, c'est uniquement parce que c'est un objectif en fait qui est de pouvoir renouveler leur panel d'acteurs. Donc c'est vraiment, pour moi, il y a un aspect assez artificiel. Le multivers, c'est juste là permettre de se relancer sur leur production, sur la 4e ou je sais plus combien. On sait plus trop là. Et je crois que tout le monde, vraiment Marvel, commence à s'en foutre depuis. Enfin, on a passé la vague. Enfin, la vague commence vraiment à descendre. Mais le multivers, c'est un truc ancien.
Alors ça m'a fait évoquer là en marchant, je me suis rappelé juste un comics de Warren Ellis, Authority, qui traite de la question du multivers. Donc tu vois, c'est quelque chose qui fait partie en fait. Alors je vais pas parler de culture geek, mais les amateurs de fiction, qu'elles soient au cinéma, en bande dessinée ou en littérature, le multivers c'est un élément assez commun. Ce qui est intéressant ici sur le film, alors j'ai pas vu Doctor Strange, ça m'a pas intéressé justement. Ouais, t'as rien loupé. Hein. Voilà, l'usage du multivers par Marvel m'intéresse moyennement. Là par contre, dans les conditions film indépendant, qui est pas uniquement un film de science-fiction, c'est bien plus que ça. Ça m'a titillé, ça m'a intéressé, et je trouve que les Daniel, comment dire, ils ont une bonne approche par rapport à ce multivers, et comme je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, le multivers ici sert le propos d'un film, sert le propos d'un récit, d'une réflexion, et pas l'inverse. On n'utilise pas le multivers juste comme étant... j'ai l'impression que Doctor Strange, c'est un peu ça, quoi. Donc, oui, ça n'a aucun intérêt comme film. Enfin bon, ça n'a aucun intérêt. Donc déjà, il y a cet aspect-là du multivers. Et oui, et ce qui me frappe donc au niveau de la réception, c'est que ce genre de film... alors, on sort complètement lessivé du film. Parce que ça va à toute blinde. Il est un peu long aussi, j'ai trouvé. Il est un peu long. Hein. Alors, pour moi, notamment sur la dernière partie... Mais en même temps, il va jusqu'au bout de sa logique. Et justement, la dernière partie, elle est pas didactique, mais il fait en sorte de toujours nous ramener, en fait, à jamais nous perdre, d'une certaine manière. Mais en même temps, le rythme étant tellement effréné, on sort complètement lessivé du film. Et je pense qu'il faudra un bon moment pour le digérer. Et notamment, il y a un truc, quand la version DVD ou en copie, je veux absolument voir une séquence où on voit tous les multivers en l'espace de 30 secondes. Tu sais, il y a toutes les têtes. Oui. Et je suis vraiment curieux d'aller voir chaque image parce qu'il va y avoir des clins d'œil, il va y avoir des choses. Et sinon, on va dire, pour poser 2-3 éléments pour qu'on puisse après entamer un dialogue là-dessus. Point fort du film, c'est l'hommage au cinéma. Alors, je vais peut-être pas citer certains films, mais il y a un hommage qui est génial avec les doigts. Oui. Et avec des êtres velus. C'est génial, ça j'adore. J'ai énormément apprécié aussi, c'est surtout comme un des deux auteurs est donc d'origine chinoise, il rend réellement hommage à une tradition, le cinéma de Hong Kong, le cinéma chinois. Donc, alors, évidemment, il y a le Wu-Tang, donc le renvoi au cinéma d'arts martiaux chinois, avec des superbes scènes. Hein. Franchement, la première scène, la bataille à la banane, c'est génial. C'est vraiment bien foutu. C'est vraiment plaisant à voir. C'est très bien filmé, très bien monté, là pour le coup. Et surtout, c'est l'hommage. Alors, il y a aussi un hommage rendu à tout le cinéma un peu à la Wong Kar-wai, puisque le mari de Michelle Yeoh, c'est 2001 dans dans Indiana Jones 2, ouais. Et en fait, ce que j'ai lu, c'est que ça a été une véritable malédiction pour lui. C'est-à-dire qu'il en a énormément souffert d'avoir joué ce rôle. Tout le monde, en fait, le renvoie systématiquement à ça. D'accord. Et là, je trouve que là, dans le film, il explose complètement. Il a un vrai talent d'acteur. Oui. Et notamment avec tout un passage où il est avec Michelle Yeoh dans un des univers. Et pour moi, ça renvoie directement au cinéma de Wong Kar-wai. Donc c'est super intéressant. Oui, je vois très bien la scène dont tu parles. Effectivement, ça m'y a fait penser aussi. Voilà. Cette ambiance qu'on a un peu de pluie, de gens un peu perdus, mais qui est un peu. Et du coup, c'est pas gênant. Pour moi, ça fonctionne vraiment bien dans le film quand t'as les références. Et surtout, c'est l'hommage rendu à Michelle Yeoh. Oui, ça c'est. Qui est génial parce que. Il y a un côté. Le multivers permet vraiment le côté méta. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment une autoroute pour le méta. Et il y a un truc par rapport à sa carrière. C'est pas du tout un spoil. On parle de multivers, etc. Qui est très bien fait, enfin bien trouvé et bien fait. Ça aurait pu être mal fait ou je sais pas quoi, ou un peu trop gros ou pas assez. Mais là, non, l'équilibre est très très bon. J'ai trouvé. Alors surtout, moi j'ai vu un de ses derniers rôles. C'est dans la série Star Trek Discovery. Oui. La série a aucun intérêt et son personnage n'a aucun intérêt parce qu'elle joue une grande méchante qui fait partie justement d'un univers alternatif qui est l'univers où tous les gens de Star Trek sont tous méchants et bon c'était un rôle assez monolithique, pas très pertinent. Tout à fait. Et là franchement il rend hommage, alors non seulement il rend hommage à sa carrière, au fait qu'elle vient du cinéma de Hong Kong,
qu'elle a fait carrière dans le cinéma des arts martiaux et qu'on peut pas la ramener juste au rôle de Tigre et Dragon, parce qu'on a aussi tendance à la ramener uniquement à. Moi, je trouve que sa carrière, c'est, enfin, elle a fait une assez grande carrière pour être vraiment une star hongkongaise, reconnue pour plein de trucs, etc. Mais effectivement, on retient ça, on va dire, en primé. Je crois qu'il a dû avoir pas mal de prix, Tigre et Dragon. Ah oui, à l'époque. Hein, Oui, mais alors sachant que Tigre et Dragon, c'est typique, je dirais, comme Die Hard. C'est simplement une captation occidentale de tout ce cinéma de Hong Kong. Parce que Die Hard, faut pas oublier, hein, Die Hard existe uniquement parce qu'il y a eu John Woo à Hong Kong. Et que les habitués qui connaissaient John Woo et le cinéma, bon, effectivement, Die Hard, c'est une claque à l'époque, mais en fait, McTiernan a tout repris d'un autre cinéma. Et Tigre et Dragon a la même logique. Ouais. Tout le monde s'est extasié en Occident, mais c'est juste la consécration d'un cinéma qui vient. Oui, puis il y a eu une petite vague qui est de sortie qui s'est faite derrière ce film-là parce qu'il a eu du succès, il a été reconnu, il a été primé, etc. Ah oui, il est classe. Moi, j'avais pas trop accroché à Tigre et Dragon. Vraiment, je l'avais vu à l'époque, j'étais jeune et j'avais fait d'accord. C'est très beau, mais j'avais pas. C'est pas du tout un film qui a soulevé énormément d'engouement pour moi, en tout cas. Après, je te conseillerais quelques, notamment Iron Monkey. Ok. Ce genre de film, il y a des gros classiques. Et c'est toujours intéressant d'aller voir voilà ce qui a inspiré, si tu veux. Bon. C'est un peu plus vieux, mais j'ai été plus impressionné, même si je l'ai pas du tout vu au cinéma. Je crois qu'il est jamais sorti au cinéma. Il y avait Blade de. Ah si, il est sorti. Il est sorti au cinéma, ah ouais. J'ai eu le droit, moi. J'étais très jeune, du coup, j'ai vu en vidéo, quoi. Moi, c'était alors je sais plus, ça doit être fin 90, début 2000, avant que les cinémas deviennent cinéma lumière. Les CNP, ouais. Les CNP, ouais. C'était les CNP. Ouais. Et ils avaient fait une rétro Tsuark. Ouais. Et je m'étais fait quasiment tous les gros classiques, notamment Blade. Voilà. Et donc, enfin bon, là on digresse. Oui, on digresse de ouf. Mais en tout cas, cet hommage au cinéma asiatique, au cinéma de Hong Kong, lié à cet auteur, donc à un des deux, Daniels. Une chose qui m'a frappé aussi au début du film, effectivement, c'est une chronique familiale, qui est un bel hommage aussi à la communauté chinoise et notamment au niveau de la langue. Oui. Et ça joue énormément sur ces questions-là, des langues chinoises et anglaises. Et de glisser ça dans un film américain, c'est très intéressant. Alors juste un petit rappel de tradition. Les Américains sont complètement hermétiques au cinéma étranger. Généralement, si tu veux introduire un film étranger aux États-Unis, il faudra faire un remake à l'américaine. Prenons Rec, par exemple, qui devient Quarantaine, ce genre de choses. Et qui est donc, il est de notoriété publique que les Américains ne s'intéressent pas au reste du monde. Et au niveau du cinéma, c'était une catastrophe. Les choses ont changé, notamment, je pense, avec Netflix. Et ça, c'est la fameuse histoire de Squid Game. Oui. Qui a quand même reçu qui a été mis vachement en avant, enfin qui est déjà très en avant pour nous. Ça fait 20 ans le cinéma coréen, on l'a bouffé, rebouffé. Mais ouais, là-bas il y a une gros effet de coupe. Donc il y a quand même des rapports de force qui changent, et notamment aussi parce que ça je l'ai lu, je sais plus où. Non, j'en ai discuté avec Nico justement. C'est Parasite, le film de Bong Joon-ho, qui a vraiment aussi marqué une rupture par rapport aux habitudes et us et coutumes américaines. Et du coup, je pense que le film Everything en bénéficie. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on n'aurait jamais vu une intro comme ça, avec des personnages qui parlent à moitié chinois, à moitié anglais, et surtout qui jouent avec l'accent chinois. C'est incroyable. Et du coup, il y a une authenticité dans tout le début. Même le début, la première scène, quand elle est en train de faire ses papiers, ses notes et tout dans le... J'avais l'impression de voir une comédie Hong Kong, justement. C'est ça qui est... Mais vraiment, moi aussi. C'était justement ce petit mélange des genres qu'on a entre la comédie familiale hongkongaise, chinoise, enfin, je peux me permettre de dire asiatique. Tu me corriges aussi. Non, mais de manière générale. Mais j'ai eu ce sentiment-là parce que je trouve qu'on peut retrouver aussi ça dans certains films japonais aussi. Des choses comme ça. Ou coréens, même. Coréens. Et bien sûr leur spécificité ensuite, et ensuite forcément qui part sur un délire de science-fiction, mais qui effectivement met en place un processus narratif qui va et comme je fais que te paraphraser, Raphaël, mais je suis d'accord avec toi, servir complètement son propos. Pour revenir juste une petite seconde sur le multivers. Moi je trouve que cette mode effectivement qui va arriver via Marvel, etc. vient aussi, je trouve, c'est juste, moi je trouve un peu le voyage
dans le temps bis, une reconfiguration un peu du processus pardon, du voyage dans le temps dans les films. En fait, c'est un peu la nouvelle mode. Hein. Peut-être il y a une époque où on est un peu le voyage dans le temps. Là, multivers, on y va un peu à fond. Disons que le multivers, je me pose la question parce que alors toujours une question de génération. Hein. Là, le multivers, tout le monde en parle. Pour moi, ça se résume juste à Marvel qui fait du multivers. Je vois pas d'autres, si tu veux, exemple. Donc effectivement, tu parles d'une... Il y a gros succès aussi. Alors, on est en série télé, animation, format court, mais Rick et Morty. Oui, Rick et Morty, c'est ce que j'allais dire. On peut y arriver. Mais Rick et Morty, c'est pas... Il y a déjà la 6e saison vient d'attaquer là. Ouais, donc tu vois, c'est pas une nouveauté. C'est-à-dire on est déjà à 6 saisons et d'ailleurs il y a eu plus d'1 an d'arrêt. Ouais, c'est depuis 2013 je crois. Tu vois, donc bientôt 10 ans Rick et Morty. C'est pas une nouveauté si tu veux. Le multivers c'est quelque chose qui est pratiqué. Simplement Marvel, Disney, c'est la grosse machine. Et quand ils sont arrivés à la fin de leur endgame là, que tous les acteurs se sont barrés, ils se sont dit mais merde, comment on va faire? Et je pense que l'usage du multivers c'est vraiment quelque chose d'artificiel, c'est-à-dire ça leur permet juste d'aller puiser où ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, et du coup, en fait, pas de déconstruire leur univers, mais de pouvoir se piocher là où ils veulent pour pouvoir fabriquer ce qu'ils ont besoin comme grosse machine, tu vois. Du coup, on n'est plus, jusqu'à Endgame, ils avaient un ensemble de personnages récurrents, des acteurs, qui vieillissent avec le temps. Il fallait qu'ils mettent fin à tout ça. Et donc, c'est comme Doctor Who, en fait. Voilà. À un moment, il faut trouver un procédé narratif qui permet de prolonger ta production. Ad aeternam, exactement. Voilà. Doctor Who, c'était le même système. Oh merde, notre acteur est vieillissant, il est fatigué et il veut partir parce que bon, ils vont pas l'emprisonner. La série cartonne, etc. Et ben voilà, le docteur, il peut se régénérer, voilà. Il a une autre tête, et ben magie. Voilà. Ça fait partie de ces processus narratifs. Oui, mais encore autant, Doctor Who, c'est presque honorable. Si tu veux, ça fonctionne, je trouve. Au final, je trouve que c'est le même système. On est sur le système on veut produire quelque chose, on n'est plus en capacité parce que la figure humaine et qui donc humaine, c'est-à-dire faillible ou qui vieillit ou que plein de raisons qui peut arriver dans une vie. Et on va trouver une solution vraiment de narration pour sauver ce truc parce que c'est un peu une espèce de poule aux odeurs, quoi. Même si là, Marvel, la poule aux odeurs, on commence un peu à s'en foutre. Un peu, ouais, quand même, ouais. Il y a pas grand-chose. Et donc du coup, cette histoire de mode. C'est juste Marvel qui nous balance des tas de trucs dans tous les sens, qui joue sur le multivers, et c'est artificiel, c'est sans intérêt. Bon alors moi, du coup, j'avais écouté déjà ça. Ouais. Alors j'ai une grosse recommandation à faire à nos auditeurs, auditrices et les personnes qui écouteront ça en podcast. Il existe une chaîne YouTube anglaise, je veux dire anglaise, qui s'appelle avec mon accent, Like Story of Old, qui fait des essais vidéo sur la pop culture et on va dire la société. Et là, il a fait justement une vidéo sur les multivers, cette dernière vidéo qui parle de ce film-là, de Rick et Morty, de 2-3 trucs et de Marvel en gros, le gros truc, on va dire. Les gros trucs. Et il en ressort quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il dit aussi que peut-être l'intérêt du multivers qu'on a aujourd'hui, parce que multivers c'est quoi? En gros, c'est que chaque petit choix qu'on fait crée un nouvel univers où ce choix existe, etc. Et donc ça crée une multiplicité. Et c'est moi qui tape dans le micro maintenant. Et je bouge plus mes mains, moi. Et si bien que ça pourrait être aussi le reflet de notre société actuelle, dans le sens où on est à l'ère d'Internet. Quand on dit blanc pour un truc parce que nous plaît, il y a peut-être tout un pan de personnes qui vont nous disant noir en face, etc. Et vice versa. Et qu'en fait, on se retrouve un peu actuellement, cette ère un peu de globalisation d'Internet, de réseaux sociaux, etc. Dès qu'on fait un choix, en fait, on se retrouve, on peut être très vite confronté au choix en face qui est complètement différent. Je le prends de plein de figures ou juste une discussion, ça peut bien se passer des fois aussi, mais c'est assez rare, j'imagine. Et en fait, le multivers peut aussi être une représentation de ça, d'être dans cette société où en fait on est en espèce de crise existentielle. Et je trouve ça vraiment très très intéressant et qui va donc, on va pouvoir toucher peut-être un peu le fond du film entre guillemets, que alors voilà, je suis obligé de régénérer. Allez voir cette vidéo, elle est fantastique. C'est en anglais et parfois les sous-titres sont faits au bout d'un moment, et qu'en fait on peut développer un nihilisme existentiel aussi. C'est-à-dire, si tous les choix sont mauvais, comme dans ce film, on a une figure qui va être confrontée à tous ces choix, va dire, de toute façon, rien ne compte. C'est un moment, c'est dit genre mot pour mot, rien ne compte. Et comme rien ne compte, on peut avoir une ironie existentielle en mode, de toute façon, à rigoler, etc. Typiquement, le personnage de Rick dans Rick et Morty.
qui vraiment, lui, voilà, il en a plus rien à foutre de tout et il est complètement détaché. Et le film, justement, et un peu Rick et Morty, mais surtout le film, lui, va donner sa réponse à cette question-là et peut-être qu'on va pas trop dévoiler parce que là, ça serait vraiment ultra spoil, on va éviter. Mais j'ai trouvé que moi j'ai toujours trouvé que ces vidéos essais étaient d'une très grande réussite, une très grande beauté. Il a une voix très calme, et sur musique, il met des extraits de films. Tu te laisses porter et je pense que j'ai vu quelques-unes des meilleures vidéos essais sur la pop culture et ce qu'elle impacte, comment elle impacte, c'est vraiment ça la vidéo, la chaîne, comment elle impacte notre société ou comment ça se digère ou comment ça se répond. C'est vraiment des discussions. Voilà, je sais pas ce que tu aurais quelque chose à en dire. Moi, tu sais bien que je suis en total retrait par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux et toutes ces us et coutumes, mais bon, par choix. C'est vrai. Après, ça m'empêche pas d'observer et de voir effectivement un énorme maelstrom de plein d'interconnexions. Et je trouve qu'effectivement, le multivers dans le film Everything, alors de mon point de vue, un petit peu extérieur, c'est aussi, si tu veux, le multivers, c'est un ensemble de possibilités, puisqu'on présente plein d'univers et plein de choix, en fait, dans le choix des personnages, de comment on vit, et qu'une décision peut tout changer. Et donc, on ouvre sur des nouvelles pistes. Et que du coup, cette présentation de cette forme de multivers renvoie aussi à je dirais, une sorte de cartographie aussi de l'ensemble des interconnexions aujourd'hui dans notre société. Et que tu parlais d'effectivement faire un choix et d'avoir un choix opposé en face. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, les individus, du fait de l'hyperconnexion, vivent plein de vies différentes aussi. C'est-à-dire qu'il y aurait même presque une tendance à tu pourrais être pâtissier et puis demain architecte, tu vois. C'est comme ça qu'on décrivait les millénials, la génération Y, qui se mettait pas dans un CDI pendant 25 ans, restait dans sa boîte, qui au contraire allait un peu papillonner beaucoup plus, donc peur du patronat, etc. Du coup. Voilà. Alors il y a cet aspect, mais moi j'insisterais plus. Ce qui m'a plus touché, c'est le côté le multivers. Au moment où tu choisis un personnage, donc que ça soit Rick ou que ça soit le personnage de Michel Yao dans le film, c'est simplement le multivers permet d'avoir une réflexion sur les choix. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, tu confrontes plein de types de choix et le personnage se retrouve avec ce panorama de choix et de voir ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il aurait pas pu faire, que dans telle situation X, il va réagir de cette manière-là et en version Y, ça sera différent. Et du coup, que le multivers permet de creuser je dirais quand même un aspect psychologique, une réflexion sur la condition humaine, sur le rapport de comment on appréhende un petit peu les choses et comment des univers différents sont le fruit de choix, d'actes et qui permet de renvoyer l'un à l'autre, par exemple, par rapport à l'univers réel, ce que renvoie tel choix et tel univers qui va découler. Donc, et je trouve que au moins dans le film Everything, le multivers, comme on a déjà dit, on va le répéter, sert le propos du récit, qui est cette femme, ce couple, cette famille, qui ont des difficultés, alors d'ordre intime, d'ordre familial, d'ordre professionnel, et qu'ils essaient de se débattre, et que le multivers, en fait, l'expérience que le personnage va vivre du multivers, lui permet de se reconstruire et de dire, non, en fait, ce que je vis, c'est pas uniquement de la merde. Il suffit d'être à l'écoute, d'être, tu vois, le rapport à l'autre. Et le rapport à l'autre, c'est pas juste l'étranger, hein, c'est aussi les personnes dans sa famille. Et du coup, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que dans ce film, le multivers sert un propos. Mm-hmm. Il n'est pas juste la démonstration pour s'éclater sur plein de types d'univers. Et je trouve que dans Rick et Morty, c'est aussi le même cas. L'idée du multivers, c'est pas juste pour faire fun en créant des univers, tu vois, différents. Ce que fait quand même la série, parce qu'elle s'amuse énormément avec ça. Mais à chaque fois, ça pose des situations par rapport aux personnages et qui finalement s'enrichissent aussi d'expériences. Et moi, je trouve que l'intérêt du multivers, c'est là-dessus.
J'avais noté quelque chose parce que bon, voilà, je suis parti sur message, je me mets au fond, personne ne me voit. Il y a quelques bonnes idées d'ailleurs pour le multivers, un peu d'un point de vue représentation. On a aussi beaucoup de changements de cadre dans les films. Et c'est subtil. À un moment, j'ai fait mais c'est marrant, quand ils ont cadré dans le cinéma, c'était juste un carré, c'est comme 16/9 encastré dans le 4/3, ce qui est absolument insupportable quand t'as des fichiers un peu tout pourris. Et en fait, j'ai fait non. Et à un moment, j'ai vu que le truc descendait, etc. Et je fais non, on a des changements de cadre selon les univers, etc. C'est plutôt ça fait partie des bonnes idées du film. Je dirais que formellement, le film est extrêmement travaillé, recherché. Il y a forcément des super mises en abîme, notamment dans la salle de cinéma. Oui. Donc j'en dis pas plus, mais la scène tu vois, et ce sont tous ces éléments. Tu sens que c'est des gens aussi qui ont de la culture, qui ont un amour du cinéma et qui nous parlent de cinéma. Donc il y a la dimension, on va dire, le récit, comme on a dit, avec un point de départ, un point d'arrivée, et ce multivers qui se met entre les deux et qui va permettre justement une résolution. Mais en même temps, le film, où il est plaisant, c'est son exploration au niveau de qu'est-ce qu'un film, comment on monte un film, comment on lui donne une dynamique, et plus toute la dimension référentielle. Alors il y en a qui ont beaucoup parlé de Matrix. J'ai du mal à faire le lien. J'allais y venir parce que j'ai un gros lien à faire puisque j'ai travaillé dessus pas mal avec les auteurs, mais je reviens dessus après. Mais moi j'ai été plus marqué par la scène avec les doigts et les hommes velus. Ça me renvoie plus à des classiques. Mais il y a une vraie générosité, au niveau de tout ça, et que le multivers permet. Il y a aussi des séquences animées. Il y a aussi un hommage, au cinéma d'animation. Il y a plein d'éléments. Il y a un humour qui est assez génial. Et d'ailleurs, il y a quand même 2-3 trucs où ils se permettent. Ça, pareil, j'ai été surpris pour pour une comédie un peu, pas familiale, mais ça reste quand même une comédie grand public. Il y a quand même 2-3 éléments visuels qui pourrait choquer, si tu veux. je confirme. C'est rien de trop violent, mais c'est quand même. Ils le font. Ouais, ils y vont. Quoi. Tu vois, ils le font. Et la grande scène de bataille entre les deux types et l'héroïne, donc j'en dis pas plus, c'est osé quand même. Pour ce type de production, dans une production japonaise série B, ça serait pas surprenant, mais ils le font. Tu vois, et du coup, c'est pour ça que je parlais de générosité, c'est-à-dire que il y a un propos qui est intéressant, et en même temps, il y a une vraie générosité au niveau de qu'est-ce que le cinéma, comment on met comment on filme, comment on raconte, comment. Juste, ça me fait penser à une question. Je sais pas si tu auras la réponse non plus. D'un point de vue, juste pour faire une petite parenthèse, d'un point de vue littéraire, est-ce que le multivers est quelque chose qui a été on peut trouver peut-être des œuvres référentes ou quelque chose qui a été exploré un peu. Parce que moi, j'ai pas grand-chose qui me vient en tête. Après, tu peux peut-être citer des trucs, ça va non, revenir. Non, là, ça va pas franchement me revenir. Mais par exemple, il y a une trilogie de Moorcock sur des univers uchroniques où le personnage, en fait, circule d'univers uchronique. C'est Bastable. Ah si, il y a la longue terre de Baxter et voilà, il y a ça. Après, je sais plus. Baxter et Pratchett. Après, moi, c'est plus des références, on va dire, plutôt BD. Comics qui reviennent. Non, je pensais vraiment dans le genre littérature. Mais en littérature, il y a des trucs, ça va peut-être me revenir. Peut-être quelque chose de très visuel au final, le multivers. Qui a besoin d'avoir un aspect. Tu dis comics, BD, cinéma, on parle d'image, quoi qu'il se passe. Vraiment là, c'est de la réflexion mais sur le film. La trilogie de Moorcock ou Baxter, c'est des choses, ça existe si tu veux. C'est pas. Baxter, ça lui va bien en fait. Surtout, ça lui convient. Enfin, Baxter, vu que c'est un peu l'art science et qui pousse généralement The Sense of Wonder, un peu le potard à 11. Ça lui convient plutôt pas trop mal, mais pas tant au final. On n'a pas d'œuvre un peu majeure, peut-être La Longue Terre et ses suites. Mais non, mais on essaiera. Mais bon, ça existe de toute façon en littérature, comme ça existe en bande dessinée, comme ça doit exister en série télé, je sais pas, tiens. Série télé, t'avais Slider. Ah oui. Ce qui s'appelle d'ailleurs Les Mondes Parallèles. Les Mondes Parallèles. Donc tu vois, c'est quelque chose qui est, c'est pas une nouveauté. Là, effectivement, on en fait un peu,
c'est à la mode entre guillemets, mais je pense que ça renvoie effectivement à l'émission là, le podcast là. Ouais. Plus cette histoire de millénial, d'interconnexion. Je pense que le multivers. Oui, parce que le multivers dans Sliders, finalement, c'était juste pour avoir un procédural, c'est-à-dire chaque épisode est une nouvelle aventure dans un nouveau sur monde, une nouvelle terre. comme faisait, je cite n'importe quoi, toutes les séries avant, c'est-à-dire K2000, et parce qu'on le passe en ce moment. Et du coup, c'est un peu, en fait, ça répondait bien aux besoins. Une équipe de personnes arrive dans un nouvel univers, cet univers a des particularités, aventure, on s'en sort, bisous, au revoir. Et donc c'était un procédé de narration qui s'y prête très très bien. Mais ça, c'est quand tout, non, mais c'est pas des univers parallèles. Non, c'est juste qu'il se déplace. Non, c'est pas, non. Il se déplace. Mais bon, voilà, le multivers a toujours été utilisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est utilisé, on va dire, d'une manière différente, et tout l'intérêt du film dont nous parlons aujourd'hui, c'est justement, pour moi, c'est une sorte de métaphore de l'interconnexion et du fait que chaque choix amène on s'est tous posé la question à un moment. Tu sais, il nous arrive une situation. Ah bah de ouf. On va faire quoi? On appuie sur A ou on appuie sur B? Et qu'on a donc un choix à faire qui va déterminer, mais on ne saura jamais l'autre choix au final. Et là, dans le film, c'est une manière d'aborder un petit peu ça aussi. Donc, du coup, c'est ça que j'ai assez bien apprécié aussi par rapport à ça. Tiens, je veux bien faire le parallèle Matrix, parce que j'y ai pensé. Parce que là, j'aimerais bien avoir écoute, j'ai travaillé le truc de longue haleine, notamment la saison dernière, puisqu'en novembre dernier est sorti chez Third Edition les Wachowski Matrix. Je l'avais il y a 2 secondes, j'avais dans la tête. Social Matrice, les Wachowski, Matrice d'un art social, et donc écrit par Yoann Orzulik, Julien Pavageau et Aurélien Noyer, qu'on a reçu au festival au printemps dernier pour parler de ça notamment. Donc on a un podcast sur ces podcasts qui en parlent, que j'ai eu la chance de faire, d'animer. J'ai pas eu grand chose à faire, c'est des grands bavards, donc tu poses une question et c'est un peu comme toi, tu peux laisser un peu dérouler après, tu fumes ta clope, fais ton café. Et non, mais c'est parce que c'est intéressant, c'est bien sûr. Et donc moi j'ai forcément lu leur bouquin, je l'ai aussi fait une interview de Twitch avec eux, donc leur bouquin je l'ai vraiment étudié, j'ai fait une fiche de lecture, mes petites notes, etc. Donc j'ai bien cerné ce qu'ils disent dans leur bouquin. En gros, ils disent que les sœurs Wachowski, leur travail va finalement moins être sur une espèce de volonté technique même s'il y a beaucoup de techniques dans leur filmographie de nature, mais vraiment dire plus ou moins au fond que ce qui est important, c'est l'interconnexion et l'interconnexion humaine, ce qu'on voit beaucoup dans Sense8 et ce qu'on voit énormément dans Matrix 4. Matrix 4, c'est une psychanalyse c'est une énorme psychanalyse, vraiment. D'ailleurs, le bad guy est un psychanalyste. Et en fait, je trouve qu'on retrouve ça dans le film. Son message final, c'est pas trop spoiler, ça va. Puis rien de bien étonnant, je trouve non plus, c'est que effectivement, l'interconnexion humaine et alors pas que répondre à ses émotions en mode très bête, mais que en fait c'est ça qui, je trouve ça très simpliste, mais le message est beau, qui donne un peu la réponse à ces questions métaphysiques posées par des univers ou des systèmes qui nous dépassent en fait. Voilà. Et donc, ça rejoint vraiment, j'ai trouvé que c'est un film qui rejoint énormément ce qui est écrit dans le livre de ces 3 auteurs avec le cinéma des sœurs Wachowski. D'accord. Je résume très rapidement, mais on est vraiment là-dessus. Et moi, j'ai fait, on retrouve vraiment ça. Et pour ça, on va dire, quand le film a attaqué, que j'étais au premier tiers, je sais à peu près la réponse que va apporter le film. Je vois tout à fait où on va. Et je pense qu'aussi, il y a ce petit côté, alors plus, on va dire, entre guillemets, et sans regarder d'eux ou n'importe quoi. Je pense qu'il y a un petit côté Matrix, entre guillemets, dans le sens où on se trouve dans un univers un peu basique, on se retrouve projeté dans un truc un peu foufou, comme dans la Matrice. D'un coup, on découvre que le monde réel est pas le monde réel et que ça a plein d'applications. Et que, en fait, à un moment, il y a des combats. À un moment, ça se met un peu sur la gueule. Et qu'on en apprend un peu plus au fur et à mesure, etc. Donc, je pense, mais ça, c'est un peu du bout des lèvres, hein. Je veux dire, c'est en capillotractant un peu le truc, clairement. Mais je comprends que certaines personnes, n'ayant pas forcément lu le livre sur les Wachowski, aient pu faire des liens, des ponts avec Everything, Everywhere, All at Once. Il est trop long, ce titre. Non, je pense que je sais pas. Après, moi j'ai toujours un peu tendance à ramener à cette question de générationnelle.
et qu'on a des décalages et que aujourd'hui des préoccupations sont pas les mêmes, sont pas les miennes. Là, je suis plus vieux, et tu vois, par exemple, Matrix, quand il est sorti en 99, j'ai bien apprécié le film, mais ça n'a pas été une révolution, si tu veux, ça m'a pas... surtout avec ta culture cyberpunk, que t'avais de nature... Ouais, que j'aime, ouais. Non, ça m'a pas... Le film était chouette à voir, si tu veux, mais ça m'a pas... En plus, bon, le 2 et le 3, pour moi, a massacré une idée qui était géniale. Le traitement a massacré, je trouve, mais l'idée était bonne. Mais ouais, après on pourra en débattre. Je dis toujours, hein, si les gens ont écouté un peu beaucoup de podcasts et que je parle de Matrix, j'adore le 2. Ouais, parce que c'est insupportable, les scènes d'action sont insupportables. Ouais, mais le 2, pour moi, il finit avec une idée, c'est que la dite réalité ne serait qu'une réalité virtuelle. C'est-à-dire, en fait, oui, si tu veux, la fameuse dispute. La fameuse dispute. Qui est pas négligeable, parce qu'en fait, c'est ce principe de mise en abîme. Moi, j'adore tout ce qui est récit mise en abîme. Et dans Everything, il y a des mises en abîme. Donc, on va pas les spoiler, mais il y a des mises en abîme. Ça participe au processus. Et que les sœurs Wachowski, à un moment, alors est-ce que c'est leur choix, est-ce que c'est des choix de prod, elles te laissent clairement entendre à la fin du deuxième Matrix, comme Neo a répété plusieurs fois l'action, on serait donc, j'ai toujours pris moi la métaphore de la cocotte minute. Le faux univers Matrix, la fausse réalité, c'est la cocotte quoi, le bloc. Et tu sais, le petit truc à vapeur, et ben en fait, ça serait le monde post-apo, où en fait les humains croient pouvoir sortir de la matrice et se retrouvent en fait dans un autre. C'est un système dans les systèmes. En voilà. fait, et que amateur quand même de cyberpunk et de science-fiction, si tu veux, au début des années 2000. En termes d'objets cinématographiques, de fiction cinématographique, ça aurait été mais vraiment balèze qu'une prod américaine dise à un moment, ben non, en fait, la réalité n'est pas la réalité, et continuer à plonger. Et je fais toujours en fait un parallèle avec Avalon de Mamoru Oshii. Inévitable. Inévitable parce que lui justement va au bout de cette logique et qu'à la fin du film, la dite réalité virtuelle géniale, en fait, c'est notre réalité, tu vois. Et juste à travers, en fait, un filtre d'image, quoi. C'est-à-dire. Vas-y, continue, excuse-moi. Tu vois, juste, dans Avalon, on finit l'objectif final du jeu. Et ben, visuellement, c'est notre monde. Et donc, c'est génial parce que ça pose juste la question, qu'est-ce que la réalité? Et voilà. Et ben, ça me rappelle du coup un bouquin qui est sorti assez récemment chez La Volte de Stéphane Beauverger, son dernier, Orage par temps clair, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça le titre, court roman, donc on va dire grosse novella sinon, qui explore ça de manière très réussie. Hein, c'est vraiment, c'est un bouquin sans action, clairement, et qui explore. D'un coup, ça vient de me rappeler ça, et que c'est plutôt très très bien fait. C'est un angle très intéressant. Je le recommande fortement. Tu vois, la question, c'est qu'est-ce que la réalité? Après, je voudrais juste faire deux petites remarques. Quand tu évoquais le lien un peu tiré avec Matrix par rapport à Everything, notamment par rapport c'est son message, hein, voilà. C'est vraiment sur son message, et ce qui promeut, c'est ça qui les réunit de ouf, quoi. Ouais. Alors après, t'évoquais aussi les scènes de bagarre. Oui. Et pour moi, si tu veux, c'est marrant, c'est que quand je vois les scènes dans Everything, donc de combat arts martiaux, je pense pas du tout à Matrix, mais je pense justement à la tradition du cinéma de Hong Kong, dont sort Michel Yao. Et qui a irrigué Matrix. Et qui a irrigué Matrix. Voilà, tu vois. C'est-à-dire que je reviens, moi, alors, c'est pas une question de dire j'en connais plus ou pas, mais par rapport à mon vécu personnel de cinéphile, pour le coup, je renvoie directement à la source, si tu veux. Et je passe pas par l'intermédiaire ou par le jalon américain qui, lui, a frappé plus une génération après, ce qui est normal, hein. C'est, les choses évoluent comme ça, hein. C'est pas, tu vois, c'est pas, voilà, ça n'a rien de surprenant, mais en voyant le film Everything, moi, les scènes, elles me renvoient tout de suite à Iron Monkey, à, tu vois, à toute cette tradition-là. Donc tu vois, c'est voilà. On va dire que c'est deux œuvres, on va dire Matrix, qui partent de la même base, mais qui effectivement sont radicalement différentes. Et du coup, finalement, tu vois, en termes de génération, d'une différence de 10 ou 20 ans, chacun on est dans notre multivers. Ah. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on vit, en fait, on vit tous des expériences différentes et que finalement la réalité là, elle est déjà un multivers.
J'ai actuellement un petit problème de chaise. Oui, Ah ouais. je suis de ouf, mais j'ai Tu- un problème de chaise. Ouais, donc. Et juste un truc qui me... Parce que en fait, c'est mon fils, le grand, qui est en terminale. Il vient de faire ses premiers cours de philo. Il est à Donf. Ah. Et par rapport à Everything, il y a une chose. En fait, il me dit à un moment, dans son premier cours, sa prof lui explique que par nature, l'humain choisit toujours la facilité. Oui, on Et est des juste- gros flemmards. voilà. Hein, oui, oui. Et que ce qui fait tout l'intérêt de l'humain, c'est effectivement de se confronter à la difficulté. Donc lui, ça l'a touché par rapport on va dire, à certaines problématiques. Par contre, du coup, ce qui est intéressant dans le film Everything, parce que c'est ça m'a fait, on va dire, pas un tilt, mais un petit écho, c'est que donc Everything, par rapport à une production américaine, par rapport au type de public lambda, on n'est pas loin d'Idiocratie, hein, ce genre de choses. Comment on gave de films préformatés à la Marvel et autres. Everything choisit quand même une forme de difficulté. C'est-à-dire qu'il il nous perd jamais, hein, il structure très bien, mais le côté complètement foutraque, extrêmement méta, à tous les niveaux, hein, du coup, fait que tu te dis, il y a encore une possibilité de faire des films qui nous lâchent pas tout, tu vois. Oui. Il y a quand même ce rapport facilité-difficulté, et je trouve que le film choisit plutôt une forme de difficulté, ou du moins ne nous lâche pas tout comme ça. Voilà. Oui, ben pour tout ce qui est de, on va dire, transmission d'informations sur le fonctionnement, c'est plutôt très bien fait. Hein, ça avance vraiment, enfin, c'est bien fait, quoi. Donc après, je vais pas dire que c'est le chef-d'œuvre, hein, du moment. Bah, mais c'est vraiment un chouette film, et ça fait du bien de retourner, comment dire, dans des grandes salles et de voir des trucs, enfin un film, ouais. Un truc qui a une vraie proposition, tu vois, qui abandonne pas. Parce que là, le dernier film que je me suis fait, c'est le Thor. Ah ouf. Bon, il y a des trucs qui m'ont fait marrer, mais parce que j'aime beaucoup Taiki. Oui, bah oui. Et donc, mais tu te dis, bah voilà, le cinéma, c'est plus que ça. Ouah, t'as ça qui arrive. Il n'y a pas énormément d'intérêt pour le dernier Thor, effectivement. Et le 3, celui qu'il avait fait avant, effectivement, était une belle surprise, un fun et très bien troussé. Là, ben, il pousse un peu les potards et on reste sur à peu près peu ou prou la même chose. C'est pas... Moi, c'est moins pire qu'un Doctor Strange. Ah oui, vraiment, oui. C'est vraiment beaucoup moins C'est ce qu'on pire. m'a dit, ouais. Mais c'est pas fou, quoi. C'est pas ouf du tout. Mais je pense d'ailleurs que ce sera sa dernière collaboration avec Disney. Ouais, j'ai l'impression qu'il est parti faire des trucs qui lui font plaisir. Ouais, et puis je pense qu'il a saboté certains trucs dans le film. Ouais, mais c'est un chouette réalisateur, et enfin voilà, c'est pas notre ami, on le connaît pas, mais clairement, il envoie plutôt des bonnes vibes. Et je ferai juste une petite digression. Bah, vas-y. Parce que du coup, j'ai l'opportunité, j'ai l'antenne, j'ai des gens qui nous écoutent. Non, d'évoquer juste, pour moi, les 2 grandes fictions de l'année 2022. C'est la série Severance sur Apple TV, qui est géniale. Franchement, qui est géniale. Okay. Ben Stiller, réalisateur. De quoi ça parle? C'est une société, une entreprise avec des salariés, et simplement le principe, il est très simple et il est très bien expliqué dès le départ. C'est posé, c'est qu'en fait les salariés ont subi une opération, et quand ils rentrent dans l'entreprise, ils oublient qui ils sont à l'extérieur, et quand ils quittent l'entreprise, ils oublient qui ils sont à l'intérieur. Ok. Et c'est génial. C'est au cordeau. C'est donc l'idée est posée dès le départ, simple. Il y a les in et les out. Et à partir de ce moment-là, on suit le personnage, plusieurs personnages. C'est Ben Stiller qui est à la réal, avec une autre personne. Ils sont 2. Il coproduit la série, et franchement, c'est énorme. C'est énorme. C'est un truc. Il y a une vraie exigence narrative au niveau de la réalisation, au niveau de l'ambiance. On pourrait dire à chaque fois, j'ai un peu tendance toujours à me dire, il y a un côté lynchien, mais franchement, c'est génial. Et il y a une autre série qui m'a énormément touché, alors qui est rien à voir, qui s'appelle Responder, qui est une série anglaise, polar, qui avec Martin Freeman. Ok. Et 5 épisodes, une histoire complète, et c'est l'histoire d'un flic donc qui fait des patrouilles de nuit à Liverpool, et c'est une œuvre sociale à l'anglaise avec tout ce qu'il faut, une réalisation au cordeau. Le scénariste créateur, en fait, c'est un ancien flic. Donc du coup, les scénettes du personnage, alors le personnage est embarqué dans une histoire extrêmement sordide, mais toutes les petites scénettes de rencontres de nuit,
Tu sens que c'est des choses vécues et il y a des trucs extraordinaires. Et franchement, ça m'a claqué, quoi. Et donc je voulais en profiter pour redis le titre. Donc Responder. Ouais, Responder. Okay. Et Sévrance, donc tes deux recommandations. C'est les 2 fictions les plus exigeantes que j'ai vues cette année. Franchement. Très bien. Et ça méritait d'être évoqué parce que. Est-ce que tu as vu les 2 derniers gros blockbusters à des milliards de dollars là Lesquels ils ont fait un préquel. Ils ont fait 2 préquels en fait. Et oui, c'est ça. Les préquels, hein, c'est pareil, c'est une grosse mode comme toujours. Du Seigneur des Anneaux. Ah non, mais alors qu'il se fait un peu taper dessus. Moi, je trouve un peu pas à juste titre parce que moi, l'univers Tolkien, c'est pas que je m'en fous, mais je suis pas. Enfin, je l'ai lu, hein, j'ai tout lu, je crois. Mais je suis pas en mode, je sais pas, pour moi, je sais pas, une série télé, c'est une série télé, quoi. Souviens-toi juste, je ne lis pas de fantasy. La fantaisie, mais complètement étrangère. Alors, t'as pas vu non plus le Trône de Fer, préquel avec la Maison des Dragons, quoi. Ah bah non, puisque même Game of Thrones, j'ai cédé au bout de la 2e saison. Je suis jamais allé au-delà. Non, mais la fantaisie, Seigneur des Anneaux, là, Tolkien, j'ai même pas lu le quart du 1er tome. Ah oui. Ah non, mais je suis attaché à la science-fiction. Ça me parle plus. J'y retrouve plus de choses. En fait, si tu veux, pour moi, la science-fiction est un meilleur reflet du monde réel que la fantasy. Alors, les fans de fantasy vont dire non, c'est pas vrai. Dans la fantasy, on parle de plein de choses. Je suis d'accord, il y a pas de problème. Mais je préfère la science-fiction parce qu'elle est plus proche de ce que nous sommes, de notre réalité. Et puis, j'ai toujours été baigné par la science-fiction, donc je préfère regarder des séries de science-fiction. Alors, nous sommes actuellement le jeudi 8 septembre 2022 et demain sort peut-être je pense la plus grande série du monde actuel qui sort sa 4e, 5e saison. Ah, je suis perdu dans les saisons. 5e saison, puisque demain nous avons ce vendredi 9 nous avons la série Cobra Kai. C'est un peu running gag pas running gag parce que c'est vraiment une série dont je peux me targuer. Ça, c'est ma grande fierté parce que, tout le monde l'a redécouvert il y a 1 ou 2 saisons en mode, enfin, gros succès, hein. Mais à la base, elle était produite par YouTube Originals, qui fait plus grand chose, je crois, parce que c'est un peu cassé la gueule. Et j'avais regardé ça, un jour d'ennui, en disant, je suis un gros fan de Karate Kid. Mes grands frères regardaient ça. J'étais le petit gamin à côté d'eux, j'avais 8 ans, j'en avais 15, ils se mataient ça, j'ai de grands yeux. Et donc, j'ai dit, une série Cobra Kai, ce qui fait suite, vas-y, elle recommence et tout, genre, avec rechoper d'anciennes franchises et en fait, j'ai regardé 2 premiers épisodes qui étaient gratuits. Après, je me suis abonné pour regarder la suite. Et je disais à tout le monde, Cobra Kai. Je vais casser les noisettes à tout le monde à propos de cette série. Et il a fallu attendre 2-3 ans pour enfin trouver des gens à qui en parler. Enfin, j'étais très malheureux pendant ce temps-là parce que j'ai été tout seul. Et donc oui, demain, il y a Cobra Kai qui sort. Et donc, je suis, moi, personnellement, très surexcité. C'est une série qui a aussi beaucoup de générosité, beaucoup d'honnêteté, étonnamment. Pourtant, que j'avais vu des interviews du producteur, franchement, c'est le producteur hollywoodien avec sa grosse voix, etc. C'est vraiment une espèce de cliché avec sa chemise, avec des bimbos à côté de lui. Il a des bons scénaristes, quoi, le gars. Et surtout 2 acteurs qui sont très investis les anciens acteurs qui sont très investis là-dedans. Déjà, je pense que ça doit payer le loyer et les faire bosser. Et ils bossent énormément. Il est très, très, très bien, quoi. Là, j'ai un trou de mémoire. C'est dans quelle série télé où t'as un des anciens de Karate Kid? C'est ça? C'est Cobra Kai? Non, mais il intervient dans une sitcom. J'ai vu récemment. C'est pas Brooklyn Nine-Nine, je sais plus laquelle. Ah, je sais pas, du coup. C'est dans How I Met Your Mother. Oui, ça date un peu, ça date un petit peu, c'est presque 10 ans. Oui, il joue son propre perso. Oui, c'est ça qui joue etc. C'est ce qui a relancé un peu parce que j'ai fait des petites études, j'avais créé un article sur mon site, etc. pour savoir où ça venait. Effectivement, How I Met Your Mother plus, ils ont un clip qui a été fait, que je passerai demain sur Twitch, qui a été fait autour de ça, plus débat internet de savoir ce que Johnny Lawrence, le méchant, était vraiment le méchant, c'était Daniel Larousseau. On vraiment fait un petit débat internet qui ont fait, tiens, est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus, hein, clairement. Mais ça aurait pu être très mauvais. Franchement, il y avait tout pour que ce soit le truc le plus pourri de la décennie. Et ça a été une belle réussite. C'est pas parfait, hein. Franchement, il y a plein de défauts à cette série. Il y en a une tétrachier, mais je trouve ça assez super. Enfin bref, moi je suis content parce que demain il y a Cobra Kai. Et nous avons l'émission, je vois que les personnes qui tiennent l'émission d'après arrivent, donc on va lâcher l'antenne maintenant. Un énorme merci à toi, Raphaël Corson, merci. Pour m'avoir accompagné aujourd'hui parler de ce film. Non, mais c'était sympa de pouvoir un peu débriefer autour de ce film qui finalement a quand même,
bien plus d'aspects positifs que négatifs. Et, tout à fait, mais on recommande. Et on le recommande. Et en fait, en reparlant et en évoquant les différents aspects, allez le voir. Il mérite. Très bien. Eh ben, écoutez, vous étiez sur la reprise des congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du Festival Les Intergalactiques. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. Actuellement, notre chaîne Twitch est en pleine explosion. Il y a plein de trucs qui se passent dessus, les interviews. On passe des trucs un peu pour se marrer aussi. Et voilà. Puis c'est en podcast. On a un Discord aussi maintenant. On a une jolie communauté qui s'est créée. Donc, je recommande grandement de nous suivre parce que, c'est bienveillant. Surtout le dimanche 18. Et le dimanche 8, on fera une belle soirée sur Twitch qu'on ne dira pas à l'antenne. Bonne soirée à tous et on se retrouve bientôt la semaine prochaine sur l'antenne de Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. It's really not that crazy. We're not that crazy. A couple of mammals making gravy. Right? Together, you and me, a multi-species team. We're a family. Culinarily. Now we're cooking while nobody's looking. Yeah, we're family. Culinarily. Raccoonie, I don't know what I'd do without you. Yeah, we make a pretty good team. Damn right. It's really not that crazy. A couple of mammals making gravy. Together, you and me, a multi-species team. We're family. We're family. Culinarily. Culinarily. Now we're cooking while nobody's looking. We're family. That's right. Culinarily. Just a couple mammals making gravy. We're family, culinarily. Oh, now if I'm moving, we're cooking. Nice one, Raccoonie. Oh, hey, pass the hot dog buns.